Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du 19h45. Voici les titres. Depuis le 2 juin dernier, les transports routiers ont repris du service après quelques mois de suspension en raison des mesures restrictives. Comment les transporteurs s'y prennent-ils pour respecter les mesures barrières? Constat à suivre. À Cotonou et environ, les prix des loyers ne sont pas harmonisés. Une disparité de prix que les locataires n'apprécient pas et qui a suscité l'interrogation de la rédaction. Et on parlera enfin du mentorat. C'est un moyen efficace pour acquérir tout un éventail de compétences personnelles et professionnelles qui permet au mentoré de bénéficier du savoir-faire de son mentor. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous ne le savez certainement pas, mais chaque jour, une personne sur 10 meurt dans le monde à cause de la consommation d'un aliment contaminé. Un fait qui a obligé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à décréter le 7 juin, aujourd'hui donc, comme journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Cet événement se déroule cette année sous le thème « La sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous ». Une manière de promouvoir la sensibilisation à la sécurité alimentaire mondiale et d'inviter les pays et les décideurs, le secteur privé, la société civile, les organisations des Nations Unies et le grand public à agir pour assurer la sécurité sanitaire de nos aliments. Et je l'annonçais dans les titres, après un peu moins de 2 mois d'inactivité, les parcs de véhicules de transport en commun ont repris du service le 2 juin dernier. Le gouvernement a donc autorisé bus et minibus à retrouver de nouveau les artères de Cotonou et environ, mais cette fois-ci sous certaines conditions. Il faut respecter la distanciation sociale, le port obligatoire de masques de protection ainsi que d'autres mesures barrières. Ces conditions sont-elles totalement respectées par conducteurs et passagers? Le constat avec une équipe de reportage conduite par Rodrigue Babaguito. Sur ce parc de stationnement des véhicules de transport en commun communément appelé Tokpa Tokpa, c'est désormais la vie qui reprend après 2 mois d'inactivité. Depuis que le gouvernement nous a autorisé la reprise, ça a pris, mais pas tellement. Le parking est un peu désert. Une reprise lente sous fond de respect des mesures barrières dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis ce 2 juin, le contrôle est désormais très accentué. Il faut respecter les consignes du gouvernement. Chaque chauffeur qui charge, on leur dit le masque, système de distanciation, 2 mètres, et se laver les mains. Pourtant, dans certains véhicules, rien de changé concernant la distanciation sociale. Au sein des passagers, l'on apprécie diversement les conditions fixées par les chauffeurs à tout client. Au niveau du paiement, d'habitude on payait 250 francs. 250 francs, maintenant c'est 300 francs qu'on paie. Jean-Baptiste est chauffeur dans cette compagnie de transport. Ici, les guichets sont encore fermés. Pas de reprise sous pression. On prend le temps de régler tous les détails pour le confort des passagers. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Nous sommes vraiment contents de reprendre les activités. Bon, désormais, pour entrer dans ce bus, auparavant, le bus prend 50 places. Mais vu les mesures des gestes barrières, nous sommes obligés de prendre une personne par siège. Bon, par exemple, si un passager est assis ici, nous sommes obligés de sauter le siège qui suit et mettre l'autre passager de ce côté. Pour le patron de la compagnie, la distanciation implique forcément l'augmentation du coût du tarif. Nous servons plus l'international que le national. Mais vu que les frontières restent toujours fermées, on a décidé de faire le national. De commencer la ligne Cotonou-Malanville
en aller et retour tous les jours. Et d'ici la semaine prochaine, on a envisagé de modifier les prix à 18 000 francs les billets, parce que le nombre de voyageurs au bord du bus va changer. Et maintenant, si le nombre change, il faut que les prix changent. Maintenant que le transport en commun est autorisé au sein du pays, les compagnies de transport internationales espèrent aussi voir les frontières ouvertes sous peu. Direction les Comores, où le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique vient de déployer une équipe de 14 experts avec pour mission principale d'appuyer en ressources humaines la réponse du pays au coronavirus. L'objectif de cet appui est entre autres de renforcer le système de santé des Comores et de pallier à l'insuffisance en ressources humaines dans certains domaines. Suivons. Suite à des échanges entre la ministre de la Santé, Lubia Kout, et la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, 15 experts du bureau régional sont arrivés dans le pays cet après-midi. Ils sont venus renforcer le système de santé, surtout la riposte contre la Covid-19. Le groupe est constitué d'épidémiologistes, de cadres de laboratoire, de pneumologues, d'infectiologues et de réanimateurs. Ils vont travailler dans les 3 îles pour accompagner les médecins comoriens à lutter contre le coronavirus. Il y a 2 aspects que cette équipe permettra couvrira. C'est essentiellement le renforcement des capacités de l'équipe nationale. Nous avons des équipes déjà sur le terrain en train de faire la réponse. Donc cette équipe viendra pour renforcer leurs capacités. En même temps, l'avantage secondaire qu'il y a dedans, c'est des gens qui sont des praticiens. Ils auront la main aussi dans la pâte. Donc ils vont non seulement former, mais ils vont aussi travailler. C'est des gens qui vont faire la prise en charge des cas, c'est des gens qui vont faire la gestion des données, c'est des gens qui vont faire la logistique, c'est des gens qui vont faire l'information, la communication. Donc c'est des gens qui sont rompus dans la réponse aux épidémies. C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que depuis un bon moment, l'équipe devait venir en appui aux Comores. Mais avec les difficultés de vol, ça traînait. Donc enfin, ça a vu le jour aujourd'hui. Donc nous sommes une équipe de 15 personnes, rien que des consultants internationaux, provenant de plusieurs pays, à savoir la Guinée, le Burkina et le Congo, qui sont tous fiers de venir ici aux Comores pour appuyer les activités de riposte contre la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé ne cesse de soutenir les Comores dans la lutte contre la Covid-19. En nouvelle brève, ce dimanche 7 juin, c'est également la fête des mères, une fête annuelle au cours de laquelle les enfants offrent des cadeaux à leur mère pour les honorer. Selon la tradition, la fête des mères remonte à la nuit des temps avec les Grecs qui adoraient Rhea, la mère de Zeus, au moment du printemps, une saison reconnue dans les rites païens comme l'occasion de célébrer la fertilité. Chez les chrétiens, cette journée marque le passage d'un chant grégorien, notamment l'introïte, qui évoque le lait maternel. Habituellement, la fête des mères a lieu le dernier dimanche du mois de mai, mais en raison de la Pentecôte qui a été célébrée ce dernier dimanche du mois de mai, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin, à savoir aujourd'hui, le dimanche 7 juin. Vous le savez sans aucun doute, les prix des loyers au Bénin en général et à Cotonou en particulier ne sont pas harmonisés. Chaque propriétaire y va selon son désir. Conséquence, les prix divergent d'une maison à une autre. Pourquoi cet état de choses? Eh bien, Corinne Daraté, économiste, nous explique les facteurs qui entrent en ligne de compte pour la fixation des prix de location des chambres au Bénin. Suivons. Le prix d'un logement diffère d'un quartier à un autre selon le type de quartier. Et si la maison est dans un quartier où il fait bon vivre, un quartier propre comme la Haie Vive à Cotonou ici, le prix peut différer d'un logement qui est dans un autre quartier comme par exemple Bégamé. Pour choisir un logement, on tient compte de son revenu. Donc en fonction de leur revenu, les ménages choisissent leur logement. Ils tiennent compte des facteurs environnementaux. Ils ont des caractéristiques propres à eux pour choisir leur logement. Parmi ces caractéristiques, on peut citer les facteurs environnementaux. Quand un quartier est pollué, le prix des logements est différent d'un quartier qui n'est pas pollué.
Il y a des clients qui veulent des logements carrelés, qui regardent la toiture, qui tiennent compte de la disponibilité en eau courante, de la disponibilité électrique. Donc il y a plusieurs facteurs que les clients, que les ménages regardent avant de faire leur choix de logement. Pour avoir un prix fixe pour les mêmes types de logements, il faudrait que l'État prenne une décision de définir une grille tarifaire des prix des logements et de veiller au respect de cette grille. On parle enfin du mentorat qui est un moyen efficace pour acquérir tout un éventail de compétences personnelles et professionnelles. C'est une relation d'apprentissage dans laquelle une personne ayant assez d'expérience dans un domaine offre ses connaissances à autrui pour son développement personnel, voire professionnel. Le mentorat, un tremplin pour réussir, c'est un reportage de Louis Koudoubo et Gloria Oni. Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation-là nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. Et c'est là-dessus que prend fin ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB sur le www.ortb.bj.